Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente. Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir le club, 9h30, 10h, Thomas Binet. Heureux de vous retrouver après cette petite pause avec notre invité qu'on ne présente plus, Nelson Montfort, journaliste sportif bien connu. Thomas, vous allez nous présenter Nelson à travers son portrait inattendu comme vous le faites tous les dimanches. Absolument Philippe, et nous sommes très heureux de recevoir Nelson Montfort, mais je vous ne cache pas Philippe que ce matin j'ai une petite angoisse, car en préparant l'émission j'ai lu que Nelson avait coutume de dire qu'une interview peut être réussie ou ratée avant même la première question. Une manière d'aborder la personne, une manière de lui faire sentir qu'elle est la bienvenue. Alors rassurez-nous tout de suite s'il vous plaît Nelson, vous avez été bien accueilli à Sud Radio? Pour l'instant c'est un sans faute. Merci, parce que j'étais vraiment très inquiet. Alors, pour prendre quand même moins de risques, et je pense qu'on ne passera pas directement à la première question, on va directement attaquer la deuxième, ça sera beaucoup plus simple, mais juste après ça, parce qu'il faut être prudent. Alors, je ne sais pas, Nelson, si vous avez fait un lien entre les trois sons que nous venons de vous faire entendre, mais à savoir donc Al Jarreau, Liza Minnelli et George Michael, au-delà du fait qu'ils étaient là pour vous mettre dans une ambiance feutrée, on n'est jamais quand même trop prudent du coup, c'est qu'ils sont tous nés, comme vous, un 12 mars. Bon, il y avait également Jean-Vincent Placé, mais bon, j'ai pas su comment vraiment le placer dans votre portrait. Alors, on dit je l'ai un peu oublié. On dit de lui qu'il est toujours placé, jamais gagnant. Voilà, je l'ai oublié comme la plupart des Français, très probablement. Alors, le 12 mars, dans le calendrier républicain français, ce jour est officiellement dénommé le jour du persil. Faut le savoir. Semaine dernière, nous avions parlé du jour du pignon. À ce rythme-là, il est fort à parier que pour cette saison, nous allons faire toutes les pages d'un ouvrage sur la botanique. Du coup, je ne vais pas me lancer dans l'explication de ce qu'est le persil, quitte à déplaire à mon ami camarade de jeu, Philippe David, qui voit s'éloigner de fait une belle occasion de nous parler cuisine. Nelson Montfort, j'ai regardé votre biographie et je suis allé de surprise en surprise. Tout d'abord, nous pouvons confirmer, pour ceux qui nous regardent sur Facebook Live, que vous êtes bien vivant de par votre présence ici, contrairement à ce qu'annonçait Twitter semaine dernière. Mais là, c'est pas le plus important. Bon, un peu quand même pour vous, on va le dire. Vous êtes le fils d'une mère néerlandaise et d'un père américain. Le colonel Nelson Montfort, adjoint du général Patton lors de la bataille des Ardennes durant l'hiver 44-45, mais qui a été également vice-président Bank of America. Et puis, j'ai pris connaissance de votre cursus. Après des études brillantes, vous étiez parti aux États-Unis pour faire un stage dans le domaine de la finance. Comme quoi, on ne renie jamais ses origines. Et clin d'œil de l'histoire, le 12 mars... là aujourd'hui. Oui, mais regardez la suite. Le 12 mars est le jour où Bernard Madoff appelait des coupables. Toute ressemblance, je vous laisserai écrire la suite, Nelson. Merci. J'ai 600 ans de prison ou quelque chose dans ce genre. À peu près. Alors, je me suis interrogé si le fait de faire Sciences Po pour ensuite devenir commentateur sportif vous avait été utile. Il faudra parier qu'un diplôme de grammairien vous aurait été plus nécessaire pour nous décoder certains sportifs. Alors, je découvre qu'ensuite, en 1983, vous avez vu, lors d'une nuit sombre, étoilée, un objet rectangulaire, silencieux, oscillant à 45 degrés. Et d'un coup, je me suis dit, super, on va également avoir Jean-Claude Bourré comme invité dans la même émission. Les envahisseurs. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nelson Montfort, c'est un grand honneur de vous recevoir ce matin dans Osez investir. Car on peut le dire, vous avez l'élégance et le professionnalisme qui font tant défaut dans notre monde d'aujourd'hui, à l'image de ce qu'était Jacques Chancel, votre mentor. Bonjour Nelson Montfort. Bonjour Thomas, bonjour à vous tous. Je suis très heureux d'avoir entendu le générique de l'émission Radioscopie, vous en souvenez-vous? Et je ne sais pas si vous savez que c'est Francis Lay, le regretté Francis Lay, le compositeur bien connu, qui avait composé cette merveille de générique. On voulait vous avoir avec nous pour le deuxième numéro d'Osez investir de cette saison, parce que vous avez approché, on peut le dire, à travers votre carrière, les plus grandes stars du monde du sport. Oui, déjà, j'ai approché Philippe David. Déjà, c'est une encyclopédie à lui tout seul, je confirme. Qui me rappelle des résultats sportifs de 1928, donc mais c'est vrai que j'ai la chance, j'ai toujours cette chance d'accompagner certains des plus grands sportifs disons, depuis maintenant presque 30 ans, oui. Alors, vous les avez vus sur le plan sportif. Malgré tout, on est dans Oser investir. Oui. Est-ce que ce sont de bons investisseurs quelque part? C'est une bonne question. Certains, oui. D'autres, comme ci, comme ça. Et d'autres, hélas, pas du tout. J'ai en tête, je préfère évidemment vous parler de ceux qui, effectivement,
en fait, c'est de reconversion qu'il s'agit naturellement, oui, qui se sont reconvertis de façon magnifique et qui ne sont pas toujours, ça c'est intéressant de noter, qui ne sont pas toujours les meilleurs sportifs. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un très grand footballeur, un très grand tennisman, patineur, que sais-je, mais qui ne sera peut-être pas le numéro 1 dans sa reconversion. L'exemple qu'on cite le plus souvent, on en parlait en préparant cette émission, c'est l'exemple du tennisman suédois Björn Borg, qui c'est vrai n'a pas été très heureux dans sa deuxième carrière. En revanche, il y a d'autres exemples de sportifs, de tennismen notamment, qui ont une reconversion admirable, tout en n'ayant pas été les ténors de cette discipline. Pour exemple l'exemple qui me viendrait le plus rapidement en tête, c'est celui d'Arnaud Butch, le tennisman Arnaud Butch. J'ai vérifié, il a été numéro 12 mondial. Bon, c'est bien, mais c'est pas à l'époque Pete Sampras ou André Agassi ou des noms comme ça. Eh bien, malgré une carrière de joueur de tennis honnête, mais pas exceptionnelle, il le dit d'ailleurs lui-même, il est devenu directeur des relations extérieures communication monde de Rolex, qui est une marque qu'on ne présente plus, pour prendre une expression qu'apprécie Philippe. Je veux dire, la plus grande marque au monde. Et en plus, ils ne sont pas seulement présents en matière de sport, ils sont également présents en matière d'art lyrique, d'opéra, de musique. Il a appris pendant 3 ans, il s'est presque isolé pour apprendre l'art lyrique, ce qui fait qu'il accompagne des groupes d'investisseurs, justement, de clients. Je trouve que c'est un exemple remarquable, mais vraiment remarquable de reconversion. Lui, il a osé et il y est parvenu. Il a osé investir. Voilà. En tout cas, je ne sais pas s'il a investi de ses propres deniers, mais en tout cas, il a investi de sa personne et de façon magnifique. Vous avez évoqué Borg tout à l'heure. Est-ce que certains se sont retrouvés ruinés par de mauvais investissements ou peut-être aussi accessoirement de mauvais conseils ou des gens autour d'eux qui étaient peut-être pas un tout peu à les fait, entourages, oui. Je crois que dans le sport et dans le football en particulier, il y a effectivement quelques oiseaux de mauvais augure. Il y a quelques conseillers un petit peu. Et il se trouve que je suis allé faire une formation, on va dire, auprès de certains joueurs du FC Metz que vous connaissez. Alors évidemment, ce n'était pas obligatoire, mais je pensais quand même que parce que l'effectif d'un club de football, c'est plus que 11 joueurs, c'est, je ne sais pas, Philippe... 25 à peu près. 25 joueurs. Ils étaient 3. Alors évidemment, ce n'était pas obligatoire, mais ils étaient 3 à venir. Alors peut-être qu'ils ne supportaient pas ma personne, je ne sais pas. Mais je veux dire, ou que je sentais l'ail ce matin, là, je ne sais pas. Mais enfin, en attendant, non mais si vous voulez, c'est assez intéressant parce que j'imagine que c'est la même réaction par rapport à peut-être des conseillers financiers, des banquiers, ou autres. C'est-à-dire que quand on est en pleine carrière professionnelle, même quand on arrive vers 28, 30, 32 ans, on ne pense pas à l'avenir. Et ça, j'ai vu ça pas une fois, j'ai vu ça 10 fois, 50 fois. Et ça, c'est un très grand tort. On se sent pas concerné, quoi. On se dit, ça arrivera pas. C'est pour demain, c'est pour après-demain. On préfère retarder l'échéance. Ça, mais vraiment, j'en ai été le témoin, mais de très nombreuses fois. Et c'est là, évidemment, où les flops, pour reprendre l'expression d'il y a quelques minutes, évidemment, sont très nombreux, oui. En fait, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est qu'il faut qu'ils arrivent à se druckeriser. C'est bien ça. C'est une bonne. J'aurais pas pensé à ça. Ou se chanceliser. C'est ça. Parler de Jacques, effectivement, mon mentor dans la profession, qui effectivement a poursuivi pratiquement jusqu'à la fin avec ô combien de talent. Moi, je veux dire, j'ai beaucoup de sympathie pour ces gens-là. J'ai beaucoup de sympathie. Je veux dire, ils ont un public. J'en étais le témoin avec Jacques. Ils ont vraiment un public. Et puis en plus, ils ont cette longévité qui leur fait avoir un public, jovial, convivial, peut-être un public un peu à l'ancienne, mais ça compte énormément pour moi et pour eux, ça comptait énormément. Nelson, on est à quelques jours de Roland-Garros où vous allez bien évidemment être comme tous les ans, malgré le Covid cette année. Est-ce que finalement les tennisman, c'est pas les premiers qui aient été capables de vendre leur nom en marque? On pense à par exemple René Lacoste et Fred Perry. Ben alors là, vous me citez 2 exemples exceptionnels, pratiquement d'avant-guerre, en tout cas concernant Lacoste. René Lacoste. Je pense que c'est peut-être le plus bel exemple qui soit, parce que la marque le du polo crocodile, Lacoste, existe 70 ans après qu'il ait été joueur de tennis. Oui, même un siècle. Il a gagné en les années 20-30. Oui, un siècle, absolument. Bernard Cadot, vous avez un mot de la semaine à nous proposer en lien avec la présence de Nelson. Oui, alors j'ai choisi, histoire d'être en phase avec notre sujet du jour, de vous parler ce matin du grand Jean de La Fontaine et de sa célèbre
Fable, La Cigale et La Fourmi. Je suis impatient de vous entendre nous déclamer du La Fontaine à Moi aussi. Osez C'est un poète que j'adore, donc... Je ne recule devant aucun sacrifice ce matin. La Cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Et Bravo. chacun connaît la suite, bien sûr. Alors, comment classer nos champions ? Cigale ou Fourmi ? Pas si simple. Vous voulez dire quoi par là ? Elle et il sont jeunes, très talentueux, objet de nombreuses sollicitudes et en tant que sportifs de haut niveau, le plus souvent très bien payés. La réputation de Cigale leur colle donc régulièrement au basque. Ce sont souvent d'ailleurs les entourages qui participent à la créer. Leur carrière est en général courte et ils ne doivent pas se laisser griser par la gloire, mais penser au lendemain qui arrive parfois plus vite qu'escompté, par exemple une blessure. Les clubs et les structures sportives se sont équipés et dispensent de nombreux conseils dans la gestion des avoirs à leurs protégés. Des cabinets spécialisés se chargent de les informer, de les encadrer et de gérer pour eux ces capitaux. Des proches s'en chargent également. Alors il faut qu'ils fassent preuve de vigilance. Oui, alors la plupart sont clairvoyants, ils anticipent l'arrêt d'activité en recherchant les placements les plus profitables et ça date pas d'hier. Moi j'ai 2 exemples en tête. Le premier, Bernard Hinault, champion cycliste bien connu, qui achetait entre autres de la terre et du bétail alors qu'il était encore en activité et continuait de gagner des courses. Et puis le regretté Jean-Claude Boutier, que j'ai eu l'honneur et le plaisir de connaître et d'aider ponctuellement dans ses choix, avait compris très tôt l'intérêt de raisonner à long terme. Je pourrais citer encore de nombreux exemples, mais vous l'aurez compris, il y a en fait plus de fourmis que de cigales chez les sportifs de haut niveau. Et la morale de votre fable, du coup ? Alors la morale de la fable, c'est que la règle est immuable. Il faut répartir ses risques en diversifiant, mais d'expérience sur le moyen et le long terme, l'immobilier garde une place prépondérante et c'est pas moi qui les blâmerai. Merci Bernard. Alors, on va vous quitter, Nelson, en vous remerciant d'être passé dans Oser Investir avec Stromae formidable. C'est à votre image ? Écoutez, je ne sais pas si c'est mon image, mais j'aime beaucoup cette chanson et notamment le clip qui l'accompagne, tourné à Bruxelles, comme vous le savez. J'aime énormément cette chanson. Mais vous savez qu'il a un point commun avec vous, accessoirement. Il est aussi né un 12 mars. C'est vrai. Je vous l'annonce. Peut-être pas tout à fait la même année. Non, pas de la même année. Merci de nous avoir rendu visite dans Oser Investir et repassez quand vous voulez. Avec grand plaisir. Un immense plaisir de vous avoir eu, Nelson. C'était le 52e numéro d'Oser Investir. Merci de nous avoir suivis. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr ou oserinvestir.fr ou en téléchargeant les applications de Sud Radio ou Oser Investir. Merci de votre fidélité, mon cher ami Philippe David. Et à dimanche prochain. Oui, ensemble pour un nouveau numéro. Avec un immense plaisir. Merci. Sud Radio, le grand matin week-end, Osez Investir le club, 9h30, 10h, Thomas Binet. Avec Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.